Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution de l'exercice photo confinement numéro 9 qui était consacré à la photographie de portrait à la bougie. Nous allons donc voir vos photos pour ce dernier exercice de confinement, mais qui ne sera probablement pas le dernier exercice photo puisque vous avez choisi de continuer. Exercice photo confinement numéro 9, le dernier, je l'espère. En tout cas, le dernier du confinement, puisque j'ai fait un sondage dans le groupe Facebook pour savoir si vous souhaitiez continuer les exercices sur le principe d'un exercice par semaine avec une restitution donc en début de semaine, en règle générale le mardi. Et le sondage a été un peu plus clair, vous avez été quasi unanime. On a 252 votes pour continuer l'exercice, un non et une proposition un petit peu différente, en l'occurrence très simple, qui consistait à suggérer qu'on fasse l'exercice non pas une fois par semaine, mais une fois tous les 15 jours. Alors je pense que ça m'a été proposé plusieurs fois dans les commentaires. Je pense que de temps en temps, j'en profiterai non pas pour faire un exercice, mais pour vous emmener en reportage chaque fois que l'occasion se présentera et que je pourrai le faire. J'essaierai de faire en sorte de vous proposer un sujet en immersion où je vous emmène avec moi en prise de vue. Ça pourrait être au studio aussi. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs les sujets sur lesquels vous aimeriez partir avec moi. J'emmène ma petite caméra, je la mets sur un appareil photo et je vous explique comment ça se passe, les différents réglages que j'utilise. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Je peux vous montrer quelques exemples ici. Je vous mets un petit lien vers les vidéos. Et c'est assez sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quel sujet vous souhaiteriez que je traite éventuellement. Cet exercice de photo de portrait à la bougie a été plutôt bien réussi. J'ai eu un petit peu peur au départ parce que les posts étaient beaucoup moins rapides tout au début de la présentation de l'exercice. Donc je me suis dit tiens, peut-être que vous hésitez un petit peu à vous lancer. Et puis finalement ça s'est fait progressivement et il y a eu une participation qui a été très importante. Les principales difficultés que vous avez rencontrées, c'est des flous de bouger, flous de mouvement qui ont été liés à des vitesses un petit peu basses. Également quelques petites difficultés parfois pour faire la mise au point au bon endroit, c'était pas toujours évident. Et parfois aussi la difficulté de bien percevoir le rendu final du cadrage au moment de la prise de vue, puisqu'on est dans une ambiance lumineuse très sombre et notre œil s'adapte, donc il nous montre des choses qui ne figureront pas sur l'image finale. Et tout le jeu, c'est d'essayer de comprendre à la prise de vue, avant même d'avoir fait la photo, ce qui va figurer ou pas sur l'image finale et d'arriver à l'intégrer dans son cadrage. Et ça, c'est pas forcément évident. Alors tant qu'on est sur le cadrage, j'en profite pour vous parler du prochain challenge photo qui va commencer lundi prochain et qui sera consacré au cadrage. Ce sera donc 7 jours pour améliorer vos cadrages. Les inscriptions se feront dès samedi matin sur mon site internet. Je vous mets un lien par ici. Je vous enverrai un petit mail et je ferai un petit post dans le groupe pour vous alerter quand les inscriptions seront ouvertes. Le nombre de places sera limité et on pourra s'inscrire donc à partir de samedi matin jusqu'à dimanche soir puisque le challenge commence lundi matin. Lundi matin, vous aurez le premier cours avec le premier exercice. Toujours le même principe, un exercice par jour avec son cours donc pendant une semaine. Les exercices seront corrigés, non pas dans le groupe privé Facebook, mais dans un forum privé. On a changé un petit peu la manière de faire pour être sûr que je puisse bien répondre à tout le monde. Donc ce sera un forum privé qui est sur mon site internet, qui fonctionne déjà et qui marche plutôt pas mal. La deuxième chose, donc, c'est le nombre de places limité pour que non seulement je puisse répondre à tout le monde, mais qu'on puisse garder une bonne qualité dans les échanges. Voilà, donc les inscriptions se feront à partir de samedi matin jusqu'à dimanche soir pour commencer lundi. Revenons donc à vos photos de portrait avec une première photo de Thierry qui est intéressante puisque donc il indiquait les réglages qu'il avait effectués, mais il indique qu'il n'est pas très content du rendu de la lumière. Alors une chose qui est importante, et je le rappelle souvent dans le groupe Facebook, c'est qu'il faut bien indiquer ce qui pour vous ne va pas. Ça permet deux choses. Déjà, ça permet de comprendre la direction dans laquelle vous voulez aller. Une fois qu'on a posé le diagnostic, on a quasiment déjà trouvé la solution. Il faut déjà savoir ce qui pour vous ne va pas. Ça, c'est important. C'est important pour qu'on puisse vous aider. Et c'est important, alors peut-être moins ici, mais plus dans le groupe Facebook, pour que on vous propose un avis ou on vous propose des solutions qui correspondent
à vos problèmes à vous. Et qu'on ne vous trouve pas des problèmes là où vous en voyez pas. Sinon, c'est contre-productif, c'est un peu démoralisant aussi, parce que sinon on vous trouve plus de défauts que vous n'en voyez vous-même, et on ne résout pas votre problème. Donc non seulement on n'a pas résolu votre problème, mais en plus on vous en a trouvé d'autres. Donc faites attention à ça, essayez bien de faire l'effort de mettre des mots sur ce qui, pour vous, ne va pas. Et je sais que c'est pas évident, parce qu'on débute, on n'a pas forcément le vocabulaire, mais faites-le avec vos mots à vous, mais essayez quand même d'expliquer les choses, et ça aidera, à trouver la solution, à éviter de partir dans tous les sens, et avoir des échanges qui seront beaucoup plus constructifs. Donc ici, la photo de Thierry en 3200 ISO à f1.8, on est au taquet de l'objectif, et au 1/50e de seconde, on est pas mal au niveau des réglages, on aurait pu vouloir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Moi, je trouve que là, l'ambiance est relativement sombre, mais ça ne me choque pas. On a peut-être un léger flou sur le visage, mais c'est peut-être dû à la compression de l'image, donc je ne peux pas l'affirmer. Et sur le côté orangé de la lumière, c'est un peu normal, puisqu'on est avec une bougie, et forcément, on a une température de couleur qui est chaude. Donc, on a naturellement quelque chose d'assez rougeoyant. Et sur le rendu de la lumière, pour le coup, moi, je ne vois rien de choquant, ça me semble plutôt normal pour un éclairage à la bougie. Alors photo de Stéphane qui a photographié en 3200 ISO à f4 à 1/500e de seconde sans trépied. Et malgré le fait qu'on soit au 1/500e de seconde, il y a quand même un flou de bouger. Alors c'est nécessairement pas un flou de mouvement puisque le sujet est immobile. Vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que la position de prise de vue n'était pas très stable et que même au 1/500e de seconde, on a un flou de bouger. La solution elle est simple, il suffit de bien se positionner et de bien se caler, bien caler les coudes par exemple sur une table ou sur un rebord de chaise, de manière à limiter les mouvements pendant la prise de vue. Certains l'ont fait et ça a plutôt bien marché. Ici au 4000 ISO avec une ouverture de f4, Jean-Marc était à une vitesse de 1/25e de seconde. Moi je vous ai plutôt recommandé pour les portraits d'éviter de descendre au-dessous de 1/60e parce que si votre sujet n'est pas parfaitement immobile, on risque d'avoir un léger flou. Alors c'est léger et là l'exposition elle est bonne, hein, c'est-à-dire que le sujet il est éclairé correctement. Mais par contre, le compromis entre le couple vitesse-diaphragme et la sensibilité ISO fait que la vitesse est un tout petit peu trop lente et que s'il y a un léger mouvement du buste du modèle, on risque ce type de flou. Ici une photo de Federico qui est en 640 ISO à 2.8 avec une demi-seconde de temps de pause. Et une demi-seconde de temps de pause, c'est trop long pour que le sujet soit figé, qu'il n'y ait pas de léger flou de bouger. Alors c'est léger, mais c'est suffisamment perceptible pour qu'on n'ait pas cette sensation de netteté parfaite. La solution ici, ça aurait été de monter la sensibilité ISO ou d'ouvrir un peu plus le diaphragme, puisqu'il était avec un 50 mm qui ouvrait à 1.8. Donc on aurait pu gagner au moins un diaphragme facilement, et ensuite de monter la sensibilité ISO de manière à récupérer progressivement de la vitesse pour figer le flou de mouvement du sujet. Ici le Lebeau a eu la main un petit peu moins sûre, il a un temps de pause d'une demi-seconde, mais ça aurait pu être évité parce qu'il a un diaphragme, on le voit, il nous indiquait qu'il avait un diaphragme qui était fermé à f13. Or, un diaphragme de f13, c'est très fermé. L'idée, c'était plutôt d'ouvrir le diaphragme de manière à laisser rentrer la lumière pour pouvoir remonter un petit peu la vitesse. F13, c'est très fermé, donc du coup, forcément, il perd en lumière. Et 800 ISO, compte tenu des ambiances lumineuses ici qui sont qui sont extrêmes, 800 ISO c'est trop peu. Donc là, on avait une grosse marge de manœuvre sur l'ouverture de diaphragme et on avait un petit peu de marge de manœuvre aussi sur la sensibilité ISO. L'idée donc c'était de remonter un petit peu tout ça de manière à ce que la vitesse remonte et qu'on évite d'avoir ce flou de bouger au moment de la prise de vue. L'autre solution qui aurait fonctionné même avec les mêmes réglages, c'était tout simplement de positionner l'appareil photo sur un trépied. Une fois positionné sur trépied, le sujet étant immobile, pas de flou de mouvement, l'appareil photo étant posé sur trépied, pas de flou de bouger, et notre photo aurait été nette et bien exposée. Là aussi, l'exposition, elle n'est pas déconnante. La seule chose, c'est le compromis entre le couple vitesse-diaphragme-sensibilité qui est en défaveur d'une vitesse qui, en l'occurrence, est trop basse. Alors ici, on n'a pas une vitesse trop lente, on a une vitesse, j'allais dire, presque trop rapide. Alors, la vitesse n'est jamais trop rapide pour figer un sujet. Sauf que ici, Hélène a utilisé donc une ouverture de 1.8, donc elle est au taquet au niveau de l'ouverture, et une sensibilité ISO de 8000 ISO, ce qui est beaucoup, et ce qui peut générer beaucoup de bruit. Et la vitesse est de 1/250e de seconde. Or, on l'a vu dans la présentation de l'exercice, à partir de 1/60e,
on peut photographier un sujet qui reste immobile. Du coup, un 250e, si on divise la vitesse par 2, on passe à 1/125e et ensuite on retombe sur notre 1/60e. Donc on a deux valeurs de vitesse qui peuvent être récupérées et mises à profit pour descendre un peu la sensibilité ISO. De 8000, on passait en 4000 et on se rapprochait, on était entre en 2000 ISO, c'est-à-dire entre le 1600 et le 3200 ISO. Et là, on avait un bruit qui était moins présent. On en vient maintenant au cadrage avec une photo de Corinna qui s'interrogeait sur la position du livre. En l'occurrence, on a le personnage qui est en train de lire et on a donc une ligne qui va se tracer entre le regard du personnage et l'ouvrage et on a un petit peu d'espace sur l'arrière. Ce qui se passe en fait, c'est que quand on fait... Alors j'ai pris la photo et je l'ai un petit peu éclaircie violemment pour qu'on se rende compte de ce qui se passe au moment de la prise de vue. Notre œil, il va percevoir du détail dans les zones sombres que l'appareil photo ne va pas forcément voir. Et ensuite, quand on va regarder dans les zones claires, il va se réadapter et on va s'adapter successivement comme ça. C'est-à-dire que notre œil, il va voir successivement la partie la plus lumineuse et ensuite la partie la plus sombre. Il s'adapte et en fait, tout ça, ça se mélange dans notre cerveau et on a l'impression de voir un petit peu les deux. Mais sur notre photo, ça sera ou l'un ou l'autre. On n'aura pas les deux. Et du coup, quand on fait notre cadrage, on a tendance parfois à construire le cadrage en prenant en considération des éléments qui ne figureront pas sur la photo. En l'occurrence, ici, peut-être l'espace qui se situe derrière la tête du personnage. Et in fine, ce qu'on va garder, ça va être uniquement ce qui est lumineux. Du coup, il faut bien penser à construire son cadrage en tenant compte uniquement de ce qui va rester sur la photo et non pas de ce qu'on a vu à la prise de vue. C'est le décalage entre l'image mentale et l'image qui finalement va être photographiée. Et ça, c'est un jeu qui n'est pas forcément évident dans des basses lumières, et dans les contre-jours aussi, quand on fait des ombres chinoises, c'est de ne pas se laisser avoir par le fait qu'au final, sur l'image, il ne va rester qu'une partie de ce qu'on voit. Alors ça a été le cas aussi pour Jean-Claude, qui lui a photographié la rose, et en fait pour photographier cette rose, il l'a positionnée dans un vase. Le vase étant relativement haut, on se retrouve avec un éclairage qui va être au pied du vase, et finalement notre rose elle est pas éclairée. Donc le truc c'est que à la prise de vue, on regarde l'ensemble, on voit la rose, on identifie la rose, et au final on se retrouve à photographier quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait voulu photographier à la base. Alors si l'idée c'est de photographier le vase avec la rose, très bien, mais si l'idée c'est de photographier uniquement la rose, là pour le coup, on a un vrai décalage entre l'image mentale qu'on s'est fait de la photo qu'on allait faire et l'image qu'on a au final réellement photographiée. On quitte le cadrage maintenant pour aborder l'exposition et la mesure de lumière avec une photo de Val qui a utilisé une petite astuce rigolote. Je vous avais indiqué dans la présentation de l'exercice qu'il fallait aller mesurer la lumière en spot à l'endroit le plus lumineux du visage pour pouvoir l'exposer correctement et de caler vos réglages avec le programme manuel de manière à ce que ça ne bouge plus. Ce qui suppose une chose assez simple, c'est d'aller zoomer ou d'aller mesurer avec son petit spot sur l'endroit précis et ensuite de tourner avec ses petits doigts les réglages pour avoir la vitesse et le diaph que l'on souhaite. Ce qu'a fait Val, c'est qu'elle s'est mise d'abord en programme priorité ouverture. Elle a ouvert son diaph au diaph qu'elle souhaitait, et ensuite elle est allée faire sa mesure. Du coup, l'appareil photo a automatiquement ajusté la vitesse. Sauf que, une fois qu'on va s'enlever de là, si on n'utilise pas la mémorisation d'exposition, nos réglages ils sont pétés, il faut tout refaire. Mais non, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lu les réglages qui étaient à l'intérieur du viseur, elle a calé sa sensibilité, elle a choisi son diaphragme, elle allait faire sa mesure, et elle a lu la vitesse qui était proposée par l'appareil photo. Ensuite, elle est passée en programme d'exposition manuel, et elle a rapporté sa vitesse, son diaph, la sensibilité n'a pas bougé, et du coup, ça lui a évité de faire des petites manips et de tourner les boutons dans tous les sens au moment de la prise de vue. Et c'est assez pratique parce que c'est une petite astuce qui permet d'éviter d'avoir à mesurer précisément le spot, c'est pas facile sur des petites surfaces, et de tourner les boutons en même temps, ce qui risque de fausser la mesure. Donc là, elle mesure précisément, elle a la stabilité, elle peut se concentrer sur sa mesure, sur l'endroit où elle mesure, et ensuite, elle lit les réglages, elle les reporte en programme manuel, et c'est parfait. Alors sur l'endroit où mesurer, ici Marilyn est allée mesurer sur le feu. Donc elle est allée mesurer non pas sur le visage des personnages, qui en plus est très petit, mais sur le feu. Ce qui est plutôt bien vu, parce que ça nous permet d'exposer ce petit bout de plastique rouge pour une luminosité moyenne. Du coup, on n'a pas trop de surex, et on garde un petit jeu d'ombre et de lumière sur les personnages. Donc là, c'était plutôt une bonne chose.
Alors, en parlant de surex et de sous-ex, il y a des choses qui sont normales. Ici, Franck a photographié donc un modèle avec une bougie et il a mesuré sur le visage. Donc le but du jeu, c'était d'exposer correctement pour le visage. Et ça fonctionne. Sauf que entre le visage et la bougie, il y a le bras avec la main. Et du coup, forcément, le bras et la main étant très très proches, ils reçoivent beaucoup plus de lumière et ils sont cramés. Ça n'est pas déconnant, c'est-à-dire que de la même manière que les parties du corps du modèle qui sont beaucoup plus éloignées et qui en plus sont à l'ombre sont très très sombres, les parties qui sont plus proches sont cramées. Ne cherchez pas forcément, surtout sur des images en ombre et lumière comme ça, à ramener complètement la luminosité partout. Ça n'est souvent pas possible et ça n'est aussi pas forcément souhaitable. Parce que si vous ramenez de la lumière partout, finalement vous cassez votre ambiance d'ombre et de lumière et au final on en revient avec une photo prise au flash en pleine lumière et qui n'a finalement moins d'intérêt. Donc après on va les doser, ces petites surex, ces petites sous-ex. On va essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas gênantes, qu'elles ne créent pas des points chauds ou des aplats trop profonds qui viennent gêner la lisibilité de l'image. Mais en tout cas, ne vous interdisez pas d'avoir des parties surex et des parties sous-ex. À partir du moment où votre sujet, lui, il est bien exposé, tant pis pour le reste. Ici, par exemple, Gus qui s'inquiétait de savoir si son image était trop sombre. Ici, on ne peut pas vraiment parler de sous-exposition. On est dans une ambiance volontairement sombre. Tout ce qui est noir l'est parce que ça n'est pas éclairé, mais par contre, notre sujet et l'action du personnage restent, elles, parfaitement éclairées. A l'inverse, notre lampe, elle est quasiment blanche surex, elle est cramée. Mais c'est normal, puisque c'est la source de lumière. Donc là, pour moi, il n'y a pas vraiment de sous-exposition en termes d'erreur d'exposition. Il y a des parties sous-ex et des parties surex sur l'image, mais ce qui doit être exposé correctement est exposé correctement. Alors, petite chose intéressante, là, c'est une photo de Sylvain, donc avec une petite pichoude, avec la lumière dans le regard. La lumière dans le regard, c'est très important sur les portraits, et c'est pas une vue de l'esprit. C'est une chose qui est toute simple à faire. Il faut que vous fassiez en sorte que votre modèle ait dans son champ de vision la source de lumière principale, ici la bougie, et l'appareil photo. Et en fait, les yeux, qui sont le miroir de l'âme, vont renvoyer cette lumière comme un miroir, et renvoyer la lumière donc, de la bougie, en l'occurrence, à l'appareil photo, et créer des petits impacts dans les yeux, qui créent toute cette magie et ce côté un peu pétillant. Alors, qui dit petite source d'éclairage, dit lumière dure. C'est ce qui se passe, par exemple, quand vous avez un ciel bien dégagé, avec un soleil qui brille très très fort, et qu'il y a zéro nuage. Du coup, le soleil est tout petit dans le ciel, et il va nous faire des ombres très très marquées au sol. Et là, c'est ce qui s'est passé avec la photo de Jean-Pierre. Il a utilisé une bougie très très petite, sur un sujet avec des contours bien dessinés, et du coup ça fait une ombre portée qui est assez sympa. Ça crée une image avec un premier plan avec la lumière principale, le deuxième plan avec le sujet, et le troisième plan avec l'ombre portée qui se dessine et qui est plutôt chouette. Alors là aussi, Jean-Pierre se trouvait des défauts, là où moi j'en vois pas forcément. Il s'inquiétait d'avoir des reflets, notamment un reflet sur le bras à l'impact de lumière. On ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez une lumière ponctuelle, forcément ça vous permet d'avoir des ombres qui sont bien dessinées, mais sur du métal, forcément aussi, ça va créer des impacts de lumière. Si vous enlevez tous les impacts de lumière, si vous enlevez tous les reflets, ça c'est un problème que je trouve souvent sur les photos de produits, quand on fait des formations sur les photos de produits, l'obsession c'est de vouloir enlever tous les reflets. Si vous enlevez tous les reflets, vous allez enlever complètement le volume de votre objet. Donc tout le jeu, ça n'est pas de supprimer les imperfections, en tout cas ce qui est perçu comme tel, c'est de les doser de manière à ce que ça puisse révéler les formes et les volumes. Autre point qui a également soulevé des difficultés, c'est la mise au point, puisque dans le noir, l'autofocus a du mal à accrocher, donc même avec le collimateur central, en ayant mémorisé la mise au point, c'était pas toujours évident, d'abord parce que l'autofocus, il patine un peu dans le noir, il a du mal à trouver ses repères, puis aussi parce que nous, notre œil, il voit pas forcément très très bien, donc c'est pas toujours évident. Ici, donc Michel, son autofocus était un petit peu décalé sur le ventre d'E.T. Ici, le regard étant baissé, l'astuce qu'a trouvé Ophélie, c'est d'aller faire la mise au point sur le nez du modèle, ce qui n'est pas bête puisque le nez se situe à peu près au même niveau que les yeux, et en l'occurrence, le regard étant baissé, même s'il y a un tout petit décalage, ça ne va pas se voir, donc ça a plutôt bien fonctionné. Ici, sur la photo de Jérôme, la mise au point a été faite sur les yeux du modèle. C'est ce qu'on va essayer de faire sur la plupart des photos de portrait. On va essayer d'aller ajuster la mise au point sur les yeux. Faites attention pour les porteurs de lunettes, puisque l'autofocus a tendance à s'arrêter sur les branches, alors que l'œil il est quelques millimètres plus loin. Et ça peut se voir quand on a des profondeurs de champ qui sont faibles.
ça peut être long pour un modèle. Et ce que je lui indiquais, donc, les petites astuces donc, pour préparer une photo quand on a un modèle, c'est préparer la scène et ses réglages à l'avance en s'entraînant sur un objet, de manière à ce que le modèle ne subisse pas tous les préparatifs et alors sauf s'il veut participer aux préparatifs, mais tous les réglages qu'on va faire sur l'appareil photo, souvent c'est très très long pour les modèles. De prévoir une séance courte, donc je disais 15-20 minutes pour un enfant, on peut monter un peu plus pour un adulte, surtout s'il a l'habitude. Et surtout, pas rester bloqué, arc-bouté sur ces réglages pendant la prise de vue. Les réglages, c'est vous, mais le modèle, s'il doit rester un quart d'heure, 20 minutes, 40 minutes face à quelqu'un qui est dans son monde et qui n'échange pas avec lui, si vous-même vous êtes absent, vous aurez du mal à avoir un regard et un modèle qui, lui, va être présent sur votre image. Voilà, maintenant je vous invite à visualiser vos contributions, donc toutes les photos qui ont été postées en commentaire de l'annonce de l'exercice dans le groupe Facebook. Je vous retrouve dès demain pour un nouvel exercice. À bientôt, bonne photo.